Bonjour tout le monde. Désolé pour le petit retard. Il n'y avait rien de fait. Je sais pas, tu veux-tu qu'on laisse la porte ouverte, fermée? Merci d'être présent. Je vois que ça intéresse plusieurs, l'histoire du protestantisme au Québec. On va commencer avec la prière. Père Céleste, on te remercie pour ce beau dimanche qui commence. Merci parce que c'est chaque fois l'occasion d'avoir rendez-vous avec toi pour être en ta présence et on veut te demander que tu puisses bénir le culte de ce matin, de bénir la page d'histoire qu'on veut étudier qui nous concerne nos racines ici dans notre province et que tu puisses bénir ton Église au Québec, Seigneur, alors qu'on veut qu'elle puisse continuer à progresser. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Pour présenter l'histoire de la Réforme au Québec, on va diviser en 3 périodes le matériel, donc ça sera 3 cours. On commence en 1534 avec le premier Québécois, Jacques Cartier. Et aujourd'hui, on va se rendre jusqu'à 1837, les Patriotes, où on va voir du côté de l'histoire de l'Église protestante les Huguenots qui étaient en Nouvelle-France dès le début de la colonie et l'impact de la conquête de la Grande-Bretagne sur la Nouvelle-France. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'histoire de l'Église? Donc, on va s'arrêter là. La prochaine présentation qui ira probablement au mois d'août, on va partir de 1837 jusqu'à 1960 pour voir les pionniers de la foi évangélique au Québec au 19e, au 20e siècle. Les Henriette Feller, les Charles Chéniky, puis qu'est-ce qui était le protestantisme français avant le réveil des années 70. Et ensuite, on va voir le dernier cours, 1960 à grosso modo 1980, pour retracer l'histoire du réveil, le contexte du réveil évangélique, l'impact, et puis, Dieu voulant aussi spécifiquement, comment l'Église s'est implantée à Saint-Jérôme, pas nécessairement la nôtre, mais la foi évangélique, les premiers témoins de la foi évangélique à Saint-Jérôme. Alors, c'est le programme que nous avons. Il y a quelques livres, si ça vous intéresse, qui résument l'histoire de la foi franco-protestante dans notre province. Il y a le plus complet qui est celui de Jean-Louis Lalonde qui s'intitule « Des loups dans la bergerie » parce que c'est comme ça que le clergé catholique identifiait les protestants français, c'était des loups dans la bergerie. Et donc, lui, il couvre de 1534 à l'an 2000. Il y a un collectif avec Richard Lahide, Wesley Peach, Glenn Smith, qui est l'histoire du protestantisme au Québec depuis 1960, surtout le réveil, finalement, avec une analyse, non seulement, c'est pas juste l'histoire, mais c'est aussi une analyse un peu sociologique de ce qui s'est passé. Il y a l'autobiographie de Charles Chéniky, mais la recherche doctorale que Richard Lahide a fait sur Chéniky. Alors, c'est intéressant pour avoir un peu le contexte au 19e siècle. Il y a aussi dans Mémoire d'un pasteur ordinaire, c'est la biographie de Tom Carson, le père de Don Carson, qui était pasteur dans les années 40-50 à Drummondville. Et puis, ça nous donne quelque chose d'intéressant pour voir un peu l'Église juste avant le réveil, puis le réveil. Donc, c'est une biographie, mais il y a vraiment aussi un peu le contexte historique, puis en même temps, c'est une réflexion sur ce que devrait être le ministère pastoral. Mais donc aujourd'hui, on recule plus loin, on revient en 1534. L'histoire du Québec commence au temps de la Réforme. Qu'est-ce qui se passe en 1534? Jacques Cartier explore le golfe du Saint-Laurent, découvre une population ici, les Iroquois, et nomme le pays qu'il découvre, les terres qu'il découvre, Canada, qui voudrait dire village en langue iroquoienne. Mais 1534, si on se rapporte là, ce qui se passe dans l'histoire de l'Église à cette époque-là, Luther a déjà écrit ses principaux ouvrages théologiques, l'essentiel de la réforme luthérienne par Luther lui-même là, est fait en 1534. 1534, Zwingli est déjà mort depuis 1531 dans une bataille à Capelle. Calvin, lui, fuit la France parce que c'est l'affaire des placards et le roi François Ier sévit contre les protestants français, alors il trouve refuge en Suisse. Les anabaptistes ont envahi Münster en 1534. Henri VIII
qui s'est divorcé, a proclamé aussi l'acte de suprématie en Angleterre. Donc, ça nous donne un peu les événements contemporains dans les différentes souches du protestantisme. Et à la même époque, bien, la France tente le coup pour l'exploration vers le Nouveau Monde et éventuellement, elle aussi, s'établir, faire du commerce et puis peut-être avoir une colonie dans la Nouvelle-France. Jacques Cartier fait un deuxième voyage, 1535-1536, où il explore le fleuve Saint-Laurent, remonte jusqu'à Hochelaga, qui est Montréal. Et puis, il recherche finalement le passage vers le nord-ouest, par le nord-ouest vers les Indes, la route pour les épices, l'or. Et il va tenter un troisième voyage, 1540-1541, mais ce ne sera plus lui qui va être le gouverneur de la place. François Ier désigne un courtisan, Jean-François de la Roque de Roberval. Le sieur de Roberval, donc, qui est nommé par François Ier pour devenir le nouveau gouverneur de ce qu'on appelle déjà la Nouvelle-France, où on prend possession des territoires en Amérique au nom de la France. Et le sieur de Roberval, c'est un huguenot. Et malgré l'indisposition de François Ier vis-à-vis des premiers protestants, avec l'affaire des placards, bien, il semble qu'il jouit de la faveur du roi. Il devient chef de la prochaine expédition. Donc, Cartier va le précéder. Ils ne partent pas en même temps, mais lui, il va quitter en avril 1542. Donc, un protestant qui est nommé gouverneur, bon, il n'y a pas de population, il n'y a pas encore de colonie, mais c'est lui qui est responsable du projet de la Nouvelle-France. Et c'est la première expédition protestante en Amérique. Ce n'est pas officiellement une expédition protestante, parce qu'elle est faite au nom de la France et de la Sainte Église catholique, mais c'est la première fois que les protestants viennent en Amérique. Ce n'est pas les Britanniques, c'est les Français et c'est le sieur de Roberval. De 1534 à 1627, il va y avoir 11 gouverneurs de la Nouvelle-France, dont 6 protestants, 6 huguenots. Fait qu'on a dominé au début la Nouvelle-France, pour ce que c'en était. Donc, il tente d'établir une colonie en Nouvelle-France. Donc, ils vont passer un hiver, mais le groupe est décimé. C'est la fin de l'expédition, d'une première tentative de s'établir sur les territoires de l'Amérique septentrionale. En septembre 1543, ce qui reste de la colonie retourne en France en considérant que c'est une terre inhabitable, inhospitalière. Et il n'y aura pas d'autres tentatives d'établir une colonie jusqu'à ce que Champlain en établisse une en 1608. Mais ce n'est pas Champlain qui est nommé gouverneur pour le faire, c'est Pierre Dugas-de-Mont, qui est, vous l'avez deviné, un huguenot, un protestant. Pierre Dugas-de-Mont a été un peu réhabilité dans la mémoire des Québécois dans le cadre un peu du 400e de Québec en 2008. Un petit peu avant ça, on a révélé un buste là, dans la ville de Québec à son effigie. Il est un peu laissé de côté, mais les historiens ont vraiment découvert que sans le sieur Dumont, il n'y aurait pas eu de colonie, en tout cas pas immédiatement, que c'est vraiment lui qui était derrière les expéditions de Samuel de Champlain. Donc, Pierre Dugas-de-Mont est un calviniste, un huguenot. Il a participé aux guerres de religion, si vous vous rappelez, dans l'histoire des huguenots de 1560 jusqu'à l'édit de Nantes de 1598. Il y a environ 8 guerres sanglantes entre les huguenots et les catholiques dans le royaume de France. Alors, il est du côté des huguenots. Il a lutté auprès du roi Henri de Navarre avant qu'il devienne roi de France. Mais c'est Henri de Navarre, Henri IV de France,
qui était jadis un protestant qui a renoncé à sa foi protestante pour rallier les forces catholiques derrière lui. Officiellement, il est un roi catholique de France, mais très sympathique aux Huguenots. C'est lui qui signe l'Édit de Nantes, qui est un traité qui conclut la paix entre les deux factions et qui va être imposé rigoureusement sous son règne, où finalement les protestants ont un droit de cité, la religion est autorisée en France et il y a le projet finalement de collaborer dans des explorations vers le Nouveau Monde et que les catholiques et les protestants français puissent collaborer dans ces entreprises-là. Donc, en 1604, Henri IV donne le monopole des traites de fourrure aux sieurs de Mont et il donc prépare une expédition avec, il choisit comme explorateur Samuel de Champlain, qui va être son collaborateur dans l'expédition vers la Nouvelle-France. Et donc, ils viennent déjà en 1604, ils explorent encore les terres, cherchent un endroit pour s'établir, vont aller aussi vers la Nouvelle-Écosse, Port-Royal. Il va y avoir 2 colonies, là. Il va y avoir éventuellement à Québec et à Port-Royal. Mais donc, Samuel de Champlain lui-même, c'est intéressant de le souligner, au moment de l'expédition, il est officiellement catholique, mais il est né, il a été baptisé comme un Huguenot, enfant, là, donc il y avait des souches protestantes. Et donc, quand est-ce qu'il est passé d'un camp à l'autre? Ce n'est pas nécessairement des conversions comme on l'entend aujourd'hui, là, des conversions spirituelles, personnelles. Là. Souvent aussi, c'est des allégeances un peu politiques dans ces conflits qui opposent les belligérants protestants et catholiques. Mais la femme aussi de Samuel de Champlain, c'est la même chose, Hélène Boulay, Hélène de Champlain, qui a été baptisée réformée, qui elle aussi éventuellement était dans le camp catholique. Mais donc, on voit qu'il y a déjà, dès les racines les plus anciennes de l'histoire du Québec, il y a des Huguenots qui ont été impliqués dans la fondation. Alors, le sieur de Mont était déterminé à fonder une colonie ici en Nouvelle-France, reprendre ce qui avait été laissé de côté sous le sieur de Roberval, que c'était impossible d'y vivre, mais puisque les Autochtones y parviennent, et ça sera aussi en collaboration avec les Amérindiens qu'on va apprendre, les Européens vont apprendre à braver le climat rigoureux du Canada. Et donc, ils sont déterminés à fonder une colonie, et donc cette colonie va démarrer le 3 juillet 1608 à Stadacona, qui correspond aujourd'hui à Québec. Champlain prend l'invitation par un des chefs indiens qui le salue avec une langue amérindienne, Québec, qui voudrait dire, on n'est pas certain, là, c'est un mot qui veut dire une salutation, mais en tout cas, Champlain pense que l'endroit s'appelle Québec et ça va rester. Donc, on n'est pas certain si ça veut dire c'est là où le fleuve rétrécit, Québec, ou quelque chose comme ça dans une langue amérindienne, ou ça veut dire bonjour, ou c'est une invitation à descendre, en voulant dire de descendre la barque quand ils sont approchés sur le rivage. Et donc, ils s'établissent 3 juillet 1608 à Québec avec 27 hommes. Donc, Québec a été fondé entre la collaboration entre protestants et catholiques. Le gouverneur Pierre Dugas-de-Mont est clairement un protestant. C'est lui qui finance, c'est lui qui soutient cette entreprise-là, qui est nommé responsable par le roi Henri VIII. On est dans le contexte de l'Édit de Nantes, un contexte finalement qui a amené la pacification entre catholiques et protestants, où ça devait comme perdurer cette paix-là, mais on sait que l'Édit de Nantes ne subsistera pas, ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et le premier point tournant vers la fin de cette collaboration, c'est en 1610, le roi Henri IV, qui est assassiné par Ravaillac. Et donc, ça devient un point tournant pour l'histoire des Huguenots en France, mais aussi en Nouvelle-France.
L'édit est toujours en place après l'assassinat du roi, mais les tensions augmentent. Le roi qui le remplace, son fils Louis XIII, est un peu trop jeune pour siéger. Donc, c'est la mère, l'épouse d'Henri IV, Marie de Médicis, qui est régente. Elle est plutôt catholique. Et donc, cette collaboration entre les Huguenots en Nouvelle-France et les catholiques s'envenime puisque le sieur de Mont doit renoncer à son titre de lieutenant général de la Nouvelle-France en 1612, 2 ans après l'assassinat d'Henri IV. Et un autre point tournant en 1627, bien, c'est le cardinal Richelieu qui interdit les cultes protestants dans la colonie. Donc, de 1608 à 1627, il y avait des Huguenots, parce que l'habitation sur le continent, le nouveau continent, va se faire de manière permanente à partir de ce début de cette nouvelle colonie. Et il y aura des Huguenots tout ce temps-là qui vont aussi avoir un droit de cité, peuvent se réunir, peuvent avoir des offices religieux. Donc, ils ont cette liberté, mais à partir de 1627, ça devient interdit. Et 1629, la paix d'Alès, donc en France, le cardinal Richelieu, avec les forces catholiques, réussissent à renverser la résistance protestante. Puis c'est le début de la révocation de l'édit de Nantes. Il est toujours officiellement en place. Il va être éventuellement révoqué en 1685 sous Louis XIV, mais la première chose qu'on enlève avec la paix d'Alès, c'est la possibilité pour les Huguenots d'avoir des places fortes, d'avoir un pouvoir militaire. Alors, ils deviennent un groupe plus marginalisé, affaibli suite à cela. Et c'est le début au Québec d'une foi protestante, mais cachée, en secret. Donc, après 1627, ce qui se passe ici au Québec, c'est la même politique que ce qui se passe en France. Donc, les protestants, bien qu'officiellement, ils ont des droits civils, mais ils n'ont pas la possibilité de faire leur culte librement. Mais il va quand même y avoir une présence protestante de 1627 à 1760. 1760, c'est l'année de la conquête. Et ça, c'est une image romantisée de Québec vers 1720. Alors, les protestants qu'on peut retrouver pendant ce siècle, là, qui va un peu plus qu'un siècle, là, de 1627 à 1760, ici au Québec, c'est entre autres dans l'armée. Parce que l'armée ne se préoccupe pas trop du statut religieux, peut embarquer, enrôler des Huguenots à son insu, sans trop s'en préoccuper. Donc, des soldats qui vont venir ici, qui sont des Huguenots, il y a des traces archéologiques de cela dans des registres, semble-t-il. Il y a les filles du roi. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Nouvelle-France, il y avait plus d'hommes que de femmes au Québec. Alors, pour assurer la continuité d'une population, le roi de France paie la dot là, de filles qui étaient prises dans des orphelinats, des filles des milieux pauvres, certaines qui voulaient volontairement tenter l'aventure puis quitter la France pour venir en Nouvelle-France pour devenir la femme éventuellement d'un colon. Donc, on a sûrement dans nos arrière-arrière-grand-mères peut-être des filles de rois. Et comme elles venaient soit de milieux marginalisés, plus pauvres, certaines étaient d'origine protestante. Alors, ça, c'est une des sources du protestantisme. Ensuite, des réfugiés, plusieurs, on a vu qu'ils étaient persécutés en France, donc ils se sont dit peut-être qu'en Nouvelle-France, la vie serait plus facile. Quoique, la plupart qui se sont exilés de la France au XVIIe siècle ne venaient pas en Nouvelle-France, puisque c'était la même politique officiellement qui était établie là, sous Louis XIII, Louis XIV, à mesure qu'on enlevait les droits des protestants. Alors, ils allaient plutôt, quand ils venaient en Amérique, vers la Virginie ou les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Et ça, c'était un grand appauvrissement parce que si on regarde sur le plan démographique, il y avait jusqu'à 10 fois plus d'habitants dans les colonies plus au sud, parce que non seulement il y avait des gens qui venaient, par exemple, de la Grande-Bretagne, mais
des gens qui venaient de la France, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement la même culture, mais puisqu'ils n'avaient ni la même langue, mais comme ils avaient la même religion, préféraient s'en aller enrichir ces autres colonies qui allaient éventuellement devenir les États-Unis, plutôt que de venir en Nouvelle-France. Donc, il y avait un appauvrissement. La France aurait eu besoin de ces ressources-là, mais pour des raisons idéologiques, a préféré se priver de cet apport. Il y a un historien, Robert Larin, qui estime que de 6 à 8 de la population de la Nouvelle-France était huguenote, ils se fondaient dans la masse. Et donc, les choses ont continué plus ou moins ici jusqu'en 1760. 1760, point tournant majeur, non seulement dans l'histoire du Québec, mais dans l'histoire occidentale. C'est la guerre des 7 ans, de 1756 à 1763. C'est un conflit qui oppose les principales puissances d'Europe, qui sont la France et la Grande-Bretagne, mais ils font des alliances avec Autriche, d'autres pouvoirs. Là, je ne me souviens plus c'est quoi l'alignement exactement là, en Europe. En fait, la France et la Grande-Bretagne ont toutes les deux des visées impériales. C'est l'époque du colonialisme. On a des colonies un peu partout sur la planète. Et puis, c'est qui va dominer le monde, finalement, va pouvoir imposer sa langue, sa culture, sa religion. Et il y a beaucoup d'affrontements. Pour la France, la stratégie, c'est de mener la bataille sur le vieux continent. Pour la Grande-Bretagne, c'est de remporter les batailles dans les colonies. En tout cas, ici, en Amérique du Nord, la France n'a pas venu au secours nécessairement de ses troupes, tandis que la Grande-Bretagne était en surnombre. Et puis, pour la France, si elle gagnait la bataille en Europe, elle allait pouvoir préserver ses territoires ici en Amérique. Et donc, ça s'est traduit au Québec par la bataille des plaines d'Abraham. Québec est défait en septembre 1759. Le général Montcalm s'incline devant le général Wolfe. Et Montréal capitule un an plus tard, exactement, en septembre 1760. Suite à cela, il y a le traité de Paris en 1763, où la France est obligée de céder officiellement pratiquement tout son territoire de la Nouvelle-France aux Anglais. Alors, si on compare la carte avant la conquête, donc le territoire de la France en bleu, ça allait jusqu'à la Louisiane. C'est un immense territoire, beaucoup plus grand que celui qu'on avait pour la Grande-Bretagne, mais beaucoup plus de population ici. Il y avait des endroits aussi qui étaient un peu divisés entre les deux, qui ont passé aux mains des Français, aux Anglais. Mais si on regarde après le traité de Paris de 1763, donc la Grande-Bretagne qui possède tout le territoire, l'Espagne aussi qui a grandi, éventuellement va perdre des territoires aux mains des Américains. Mais donc, c'est un point tournant, la conquête britannique, dans l'histoire du Québec, mais dans l'histoire du protestantisme francophone en Amérique du Nord. La population de la Nouvelle-France, à cette époque-là, 1760, on a un recensement qui évalue à 70 000 habitants la population de la Nouvelle-France. Et donc, toute cette population était majoritairement catholique. On a peut-être 5, 6, 7 qui étaient des huguenots, des protestants, mais marginalisés, qui n'avaient pas la liberté. C'est une terre catholique. Du jour au lendemain, ça devient une terre britannique, donc protestante. Le protestantisme qui est interdit devient la religion officielle du jour au lendemain. Le catholicisme ne sera pas interdit sous le règne britannique, puisque c'est la religion de la majorité, mais on veut favoriser la foi protestante. Alors, pour convertir ces idolâtres papistes, la Grande-Bretagne veut ouvrir des églises anglicanes françaises. Donc, il y a 3 paroisses qui seront ouvertes, une à Québec, une à Trois-Rivières, une à Montréal, en 1768. On fait venir un pasteur suisse,
parce que bon, le pasteur anglican de Québec, à partir de 1960, parlait pas vraiment le français, avait besoin d'un assistant. Éventuellement, c'est le pasteur David François de Montmolin, qui était un Suisse qui vivait à Londres et qui reçoit par l'évêque de Londres la curie de Québec. Et le pasteur de Montmolin, donc beau être francophone, il dit qu'il n'y a presque aucun francophone qui assiste à ses offices. Les quelques protestants avaient déjà un ministre presbytérien, puis le reste des francophones fréquentent des paroisses catholiques. Donc, ça va être très difficile pour les protestants de langue française de convertir des Canadiens français à leur religion. Il y a aussi, donc on retrouve quelques protestants français dans le début du Parlement ici dans la province de Québec. Le territoire du Canada va être divisé entre le Haut et le Bas-Canada, mais donc 1792, on a la première assemblée législative, puis il va y avoir beaucoup de débats sur les questions de langue, entre autres. Donc, les franco-protestants sont marginalisés des deux côtés. D'un côté, les francophones se méfient d'eux parce qu'ils sont des traîtres comme ils ont la religion de l'ennemi. C'est des protestants, ce n'est pas des catholiques, même s'ils parlent la même langue. Mais de l'autre côté, les Britanniques se méfient d'eux parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Ils sont plutôt des alliés de la majorité linguistique francophone, mais qui n'a pas le pouvoir. Alors, mais il y avait quelques franco-protestants dans ces parlementaires de 1792, mais qui n'auront pas beaucoup d'influence. Et donc, c'est dans ce contexte-là que va émerger la résistance francophone et que ça va rendre extrêmement difficile le prosélytisme, la mission vers une foi protestante en français. Il va y avoir beaucoup de résistance dans ce contexte de domination britannique. Parce que donc, les Canadiens français voient le protestantisme comme la religion de leurs ennemis, de ceux qui les ont vaincus. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de 1760 en montant, la langue française, unie à la religion catholique, deviennent des éléments de l'identité nationale des Canadiens français. C'est dans leur patrimoine, c'est des éléments identitaires qui vont être très déterminants, très forts pour assurer la survie, une résistance. S'accompagne à cela ce qu'on a appelé la revanche des berceaux. La revanche des berceaux, c'est bon, on a perdu le pouvoir, on ne contrôle plus le territoire, on est sous la couronne britannique. Alors, on va maintenir notre supériorité numérique par la reproduction. Et donc, l'Église catholique encourage à ce moment-là les Canadiens français à avoir de nombreuses familles. Et les anthropologues disent que c'était très fréquent d'avoir des familles de 14 enfants et plus. Ça fait qu'il y avait une moyenne de 14 enfants. Alors, ce que chantent mes aïeux là, dans Dégénération, ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants, ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. C'est une réalité historique qui se démontre. C'était pas rare donc qu'un couple rendu grands-parents pouvait avoir jusqu'à 170 petits-enfants, imaginez. Vous avez peut-être de la difficulté à retenir le nom de vos 15 petits-enfants. Alors, imaginez 170. Et le Québec va rester ainsi là, avec une haute démographie jusqu'à la Révolution tranquille, là, où vraiment il y a un changement culturel. Puis là, drastiquement, le taux de natalité va baisser dans le contexte culturel. Mais c'est comme ça donc que la survie du peuple canadien-français est assurée parce que les Anglais dominent, il y a beaucoup d'immigration. Entre autres, il y a, après la Révolution américaine, l'arrivée massive de loyalistes, des gens qui n'étaient pas du côté des États-Unis, mais de la Grande-Bretagne dans la Révolution. Donc, à partir de 1775 jusqu'à la fin de cette révolution,
la population va augmenter parce qu'il y a des loyalistes qui arrivent massivement au Canada, vont s'installer pour la plupart dans le Haut-Canada. Le Québec, c'est le Bas-Canada, je me trompe-tu, ça? Le Bas, c'est ça. Hein? Donc, va faire que malgré la revanche des berceaux, ben, il y a quand même beaucoup d'Anglais. Si on regarde le Canada là, dans son ensemble, et qui fait que les Québécois sont en majorité, les Canadiens français dans le Bas-Canada, mais dans l'ensemble du Canada, ils deviennent en minorité. Dans ce contexte-là, il y a vraiment un phénomène de résistance qui va plus loin dans tous les conflits parlementaires où c'est difficile, où les Canadiens français se sentent lésés, mis de côté. Il va y avoir en 1837 des différents conflits armés, la guerre des Patriotes. Ici, on a la guerre, un des conflits à Saint-Eustache, une bataille à Saint-Eustache, donc tout près d'ici. 1837-1838, qui est instigé par le sentiment continuellement d'oppression que les Canadiens français vivent, d'être marginalisés, d'être lésés dans leurs droits. Et l'année suivante, Londres envoie un homme politique pour faire un rapport sur c'est quoi qui est la cause derrière ces différents conflits, ces guerres des patriotes qui ont eu lieu. Et donc, le rapport de cet homme, ça s'appelle le rapport de Lord Durham, qui est un document important dans l'histoire du Québec pour comprendre ce phénomène là, de résistance des Canadiens français. Et il écrit dans son rapport, il dit « Je m'attendais à trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple. Je trouvais deux nations en guerre au sein d'un même État. Je trouvais une lutte non de principe, mais de race, français et anglais. » Et donc, dans son rapport, il continue que il appelle les francophones les French Canadians, avec beaucoup de mépris pour eux. Et puis, il considère que c'est un peuple sans histoire, sans littérature. Il va recevoir la réplique de Louis-Joseph Papineau, qui à ce moment-là est réfugié à Paris, qui va dénoncer en disant qu'il n'y avait pas d'abord que des francophones qui ont résisté, et puis qu'il y a toute une histoire qui est niée par le conquérant anglais chez les Canadiens français. Mais ce que Durham recommande, c'est qu'il faut assimiler cette population puis en faire vraiment de bons citoyens britanniques. Il continue son rapport en disant « Et cette nationalité canadienne-française, devrions-nous la perpétuer pour le seul avantage de ce peuple, même si nous le pouvions, je ne connais pas de distinction nationale qui marque et continue une infériorité plus irrémédiable. La langue, les lois, le caractère du continent nord-américain sont anglais. Toute autre race que la race anglaise, j'applique à cela tous ceux qui parlent anglais, y apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère anglais. » Alors, il recommande qu'on abolisse le Bas et le Haut-Canada pour faire un seul peuple uni, dirigé par un seul gouvernement. Et cette recommandation va être suivie par Londres. Mais, donc, c'est dans ce contexte-là que, même si là, ça n'a pas nécessairement directement rapport avec l'Église, ce que je vous expose, quand on comprend le phénomène de la conquête, l'impact que ça a eu sur le peuple canadien-français, sur son identité dans sa langue, puis sa résistance au protestantisme, c'est la religion de l'ennemi. On veut nous assimiler, donc il y a vraiment cet esprit de résistance et ça va devenir quasiment impossible jusqu'aux révolutions des années 1960-70, la Révolution tranquille, de pouvoir faire une percée significative parmi les francophones avec la foi protestante. Mais on va voir dans la prochaine présentation comment, malgré ce ciment identitaire du catholicisme, comment il va y avoir quand même des populations franco-protestantes dans notre province au 19e, au début du 20e siècle. Alors, nous verrons la mission de la Grande Ligne avec Henriette Feller, Louis Roussy. Nous verrons la Société missionnaire canadienne-française, Charles Chiniki, le contexte avant le Grand Réveil. Et donc, ce sera un rendez-vous pour la suite. Avez-vous des questions brièvement?
Ah ben ça, c'est Chiniki, avant et après. Chiniki, l'abbé catholique, et le ministre presbytérien. Donc, pour nous dire qu'il va y avoir des percées possibles